Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Le service national universel, information de nos confrères de Politis confirmée par France Info. Il est question que le gouvernement en fasse, dès la rentrée prochaine, un stage de 12 jours pour les élèves de 2 secondes, dès le mois de septembre donc. Cette piste de travail, est-ce qu'elle est de nature à lever vos doutes sur le service national universel ? Ça lève mes doutes, si j'en avais, sur le caractère totalement confus, pardon de la trivialité, mais quelle pétaudière depuis le début cette histoire, ils ne savent pas quoi en faire, après les effets d'annonce du président. Là, on en vient à une idée extrêmement mauvaise, si je comprends bien. Pourquoi mauvaise ? Si j'en crois Politis, je vais le dire, qui paraît être un excellent journal et qui doit être lu, c'est que on va supprimer 12 jours de classe à nos élèves. Mais pas pour rien. Pourquoi ? Pour apprendre les valeurs de la République, qui, je le rappelle, sont une mission de l'école publique. C'est-à-dire que on pense que en faisant 12 jours de moins à l'école, où on doit apprendre, expérimenter, transmettre les valeurs de la République, c'est dans une espèce de posture mal définie, tel que c'est le cas, pour justifier l'existence d'un secrétariat d'État et d'un projet présidentiel qui ne sait plus où il en est. Bon, je reprends les mots, j'écoutais juste avant que notre entretien commence, la responsable, je crois, du SNES et de la FSU qui indiquait que la même secrétaire d'État qui disait ce qu'il y a de formidable dans ce projet, c'est que les jeunes vont se brasser entre différentes origines de toute la France, etc. Et là, la proposition qui est faite selon Politis, mais j'ai tendance à les croire, c'est que c'est un des petits centres de proximité où, en fait, c'est les mêmes personnes, des mêmes quartiers qui vont se retrouver. Information confirmée par France Info, pas de mixité géographique en effet, mais notamment la base du volontariat. Ce seront aux établissements et aux enseignants de proposer cela. Les enseignants volontaires, c'est quelque chose qui vous était cher, le volontariat de ce genre d'initiative ? Non mais attendez, on va parler après, parce que vous me l'avez indiqué, de sujets sérieux, c'est-à-dire la mixité sociale au sein de l'établissement scolaire, le séparatisme scolaire qui s'installe. Ça, c'est la priorité. On peut arrêter de perdre du temps sur des gadgets absurdes. Mais alors, vous défendiez plutôt l'idée d'un service civique ? Mais c'est autre chose qui se situe à un autre moment de la vie, rémunéré, avec des projets écologiques, etc. C'est pas ce gadget idiot dans lequel nous sommes en train de rentrer, qui vise en quelque sorte à dire, j'ai vu tout un discours paternaliste et souvent un peu à caractère un petit peu assez discriminant. Il y a des jeunes, il faut leur mettre un uniforme sur le dos et leur apprendre les valeurs de la République avec un côté un peu militaire, parce qu'il n'y a rien de tel que l'armée, n'est-ce pas, pour former des bons Français. Enfin, tout ça est absurde. L'argument du gouvernement, c'est aussi dire il est hors de question, je le répète, qu'on supprime 12 jours de classe à nos élèves, qu'il faut au contraire en rajouter, il faut plus d'enseignants, et malheur à ceux qui voudraient engager une telle politique, nous nous y opposerons. Je rappelle, pour l'anecdote, que vous avez vous-même été professeur, hein, que vous êtes professeur en lycée professionnel qui est attaqué actuellement gravement par le même gouvernement qui veut supprimer rapidement sur le SNU, Alexis Corbière. L'autre argument du gouvernement, c'est de dire les parcours d'engagement sont souvent valorisés. Quand vous allez ensuite à la fac, en école, pour des stages, on vous dit « Ah bon, vous avez fait de l'associatif, c'est très bien ». Il dit sauf qu'en fait, aujourd'hui, c'est réservé aux classes les plus aisées. Les personnes qui vont chez les scouts, les personnes qui font de l'associatif, ils disent « Bah là, tout le monde aura un parcours d'engagement, tout le monde aura la possibilité de le faire ». Il n'y a aucun parcours associatif. Et je répète, pour réduire à un argument, et excusez-moi d'être redondant, il est hors de question de supprimer 12 jours de classe à nos enfants. Ils ont besoin, au contraire, d'être mieux formés, d'avoir plus d'enseignants, d'être davantage dans l'établissement scolaire. Et tous ces gadgets, ces obsessions présidentielles absurdes, idéologiques, sans moyens, sont une perte de temps et dévoient une idée qui aurait pu être intéressante, celle d'un engagement dans la société, en monde de la vie, en sortant notamment de sa première formation après le bac, dans des projets. Donc un service civique ? Oui, ça peut être intéressant. Vous proposiez 9 mois par exemple, donc après les études en fait. Voilà, ou qui pouvait être au moment où on a déjà passé le post-bac sur des projets qui eux sont intéressants, d'aide à la personne, d'engagement écologique. Ça, moi je suis pour que notre jeunesse soit engagée dans des grands projets qui sont utiles. Mais pas sur du temps lycéen. Mais pas là comme ça dans des bricolages systématiques qui font honte, hein, en vérité. Sur la mixité, Alexis Corbière, Pape Ndiaye a présenté son plan cette semaine, qualifié de peu ambitieux. Là, il y a relativement consensus sur le constat. Est-ce que dans le même temps, il pouvait en faire autrement, dans la mesure où politiquement, il n'y a pas de consensus non plus sur la question? Alors, le ministre Pape Ndiaye vient de subir une déroute. Sur quoi? Une déroute, parce que son projet est évidemment certainement pas cette déclaration du 17 mai qui est sans effet, sans obligation, sans rien. Le sujet qui est fondamental. Il n'y a que des engagements. Je précise, sa déclaration, c'est des engagements non contraignants. Il n'y a rien qui est obligatoire, il n'y a rien. Et je rappelle public et pour le privé, le secrétariat général à l'enseignement catholique à lequel il a signé, de toute manière, n'a aucun pouvoir sur les établissements privés qui, eux, sont des établissements indépendants en vérité. Donc tout ça est un gigantesque effet de coup d'épée dans l'eau. Mais revenons au fond du sujet. Quel est-il? Il est qu'aujourd'hui, notre école est en danger. La République, ça commence à l'école. L'école publique, il n'y a rien de plus précieux. C'est la base de tout. Et il s'est mis en place
aujourd'hui quelque chose qui est acté scientifiquement, si je puis dire. Il y a encore notamment dernièrement des études du CNRS qui ont mis en place ce qu'on appelle l'indice de positionnement social, qui nous dit quoi? Que se concentrent dans les établissements privés les enfants des catégories les plus favorisées, et qu'on retrouve dans les établissements publics, en particulier même au sein même de la carte d'établissement public, une concentration d'élèves en difficulté dans certains endroits. Donc progressivement se met en place, ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que la discussion sur le SNU est agaçante, une forme de, j'avais utilisé le mot il y a 2 ans, j'avais fait une tribune lors du débat, de séparatisme scolaire. C'est-à-dire nos enfants ne vont plus dans les mêmes écoles. Selon votre origine sociale, vous n'allez pas dans les mêmes établissements, évidemment, que les plus favorisés. Alors c'est souvent l'effet aussi d'une ségrégation spatiale dans les quartiers, mais l'école l'augmente. Et en plus, le plus fou, c'est que, attendez, je termine, c'est que comme depuis 1959, la loi Debré, il y a un financement public, les établissements privés sont financés à 73% par de l'argent public, c'est de l'argent pour les salaires public. Des professeurs notamment, et pour les charges sociales. D'accord, mais qui avait quand même créé un émoi en 1959, il y a eu 11 millions de personnes qui avaient pétitionné, plus de la moitié du corps électoral, contre cette loi qui remettait en cause quand même l'idée de la séparation de la laïcité, dont je rappelle que 95% des établissements privés sont confessionnels et 93% sont confessionnels catholiques. C'est 20% du budget pour à peu près 20% des élèves. 20% du budget. Ah non, attendez, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que 20% de la recette de l'impôt sur le revenu sert à financer des écoles privées qui sont en vérité quelque chose qui amène à ce qu'on trouve 20% des élèves français. Oui, 20%, mais... C'est relativement proportionnel. Oui, mais attendez, c'est scandaleux. Attendez, je vais vous dire une chose. Il y a la police qui existe. Si vous décidez de vous payer un garde du corps, vous le payez vous-même. C'est pas de l'argent public qui va décider que vous avez votre propre garde du corps. C'est le même sujet. Si je paye l'école publique, si vous faites le choix, et je suis pour garder la liberté de choix des parents, mais pourquoi de l'argent public doit aider à cela? Et a fortiori, pourquoi en plus ça doit encore plus disloquer nos écoles publiques qui font que... Alors, quel est le fond du sujet? Je veux pas culpabiliser les parents. Le fond du sujet, c'est que l'État vous dit le public ne peut pas tout, et que les parents pensent qu'en mettant leurs enfants dans le public, il y a une perte de chance. Pourquoi ils le pensent? Parce que dans nos établissements scolaires, et c'est un du Seine-Saint-Denis qui vous le dit, le taux de remplacement des professeurs quand ils sont absents, il est particulièrement faible dans certains établissements. Il y a des établissements de la Seine-Saint-Denis qui sont sous-dotés. D'ores et déjà, selon un établissement parisien, je parle du public, un établissement de la Seine-Saint-Denis, ce ne sont pas les mêmes moyens. Mais si en plus vous donnez encore plus de moyens au privé, parce que c'est le cas, le ratio par élève, aujourd'hui, que ce soit l'argent public qui est donné ou l'argent privé, est plus important pour un élève du privé. Il y a un sujet, nous finançons avec de l'argent public l'affaiblissement de notre école. Pour vous, il faut que du privé hors contrat, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus du tout de financement public pour les écoles privées. Je pense qu'il y a un sujet déjà qui est posé, ce n'est pas le programme qui était porté par Jean-Luc Mélenchon, mais c'est la vieille revendication laïque de dire à école publique, fonds public, à école privée, fonds privé. Quand je dis ça, je suis conscient du caractère, tout le monde va lever les mains, mais est-ce qu'au moins on peut conditionner le financement public que nous donnons à des établissements avec le fait qu'ils accueillent, davantage et peut-être d'enfants de milieux défavorisés, qui est du conditionnement à ce qui est fait. Mais on a là quelque chose qui est grave. Je vous le répète parce que nos enfants ne sont plus dans les mêmes écoles. Et à partir de là, se met en place quelque chose qui est terrible. Et il y a une perte de confiance pour les parents. J'en connais, moi, des parents de Seine-Saint-Denis, qui fait qu'ils ne veulent plus aller dans l'école publique parce qu'elle est délabrée. Et donc, d'un mot, Alexis Corbière, 50% d'élèves boursiers, par exemple, en plus, atteindre ce niveau-là d'ici 5 ans, c'est l'engagement, en tout cas l'objectif fixé par le gouvernement aux établissements privés. Vous pensez que ces annonces de Pape Ndiaye ne seront pas suivies d'effet? Bien sûr, elles ne seront pas suivies d'effet, c'est incitatif, ça n'aura pas lieu. Et même l'enseignement privé, de toute manière, tient sa valeur sur le fait que la promesse qu'il fait aux parents, c'est que dans l'établissement, on est entre gens bien et qu'il n'y a pas d'enfants de milieux défavorisés. Parce que c'est ça le message subliminal qui est envoyé. Donc ça n'aura strictement aucun effet. Donc c'est un coup d'épée. C'est aussi le rôle des établissements privés. Vous pensez qu'ils ne suivront pas ça 50% de... Et pourquoi ils le feraient? Pour quelle raison ils le feraient? Ce que j'ai entendu de pire, on n'a pas le temps de détailler peut-être, c'est que dans le protocole, s'ils accueillent des enfants défavorisés, il faut encore plus d'argent public de la part des collectivités locales pour qu'ils le fassent. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un effet d'aubaine? Ils disent d'accord pour plus de boursiers si les collectivités locales prennent en charge les cantines et le transport scolaire. Encore plus que de notre poche, on paye la scolarisation des enfants dans le privé. Mettre un élève boursier loin de chez lui et lui dire débrouille-toi pour manger le midi, débrouille-toi pour y aller. Loin de chez lui, vous savez que bien souvent, tout ça n'est pas vrai, ça n'a rien à voir avec la proximité de toute manière. De toute manière, le choix, on va se parler cash, le choix aujourd'hui d'aller dans le privé n'est plus un choix confessionnel comme c'était dans les années 50. Je regardais une statistique pour préparer votre émission. En 1947, 66% des Français croyaient en Dieu. Aujourd'hui, ne sont plus que 48%, je crois. Donc, de toute manière,
le débat, les gens ne vont plus pour des raisons, une fois de plus, spirituelles et confessionnelles qui pourraient être respectables. Ils y vont parce que c'est des boîtes privées pour mettre entre des milieux favorisés, entre enfants des milieux qu'ils jugent favorisés, et parce qu'ils jugent surtout, ce qui est terrible, c'est qu'ils n'ont plus confiance dans l'école publique. Donc moi, je suis pour des politiques de reconquête, de confiance dans l'école républicaine qui passent par des moyens supplémentaires. Quand M. Pap Ndiaye a été élu, il a accepté de nous recevoir, les 12 élus NUPES de Seine-Saint-Denis, et nous lui avons dit, il y a un problème dans notre département. Il a dit, oui, j'en suis conscient, etc. Et rien de significatif n'est fait. Donc on en est là. Non mais c'est grave, parce que tout le baratin que j'entends après, quand on laisse faire ça, quand en plus un ministre qui arrive, qui dit ce sera essentiellement là-dessus que je veux porter le fer, se retrouve ridiculisé comme vient de l'être M. Pap Ndiaye, parce qu'il a été ridiculisé, vous le savez très bien, il devait faire des déclarations le 11 qui n'ont pas eu lieu, et le 17 est un simple communiqué sans effet sur quelque chose d'aussi grave. Je dis danger, et j'observe en plus, c'était M. Blanquer qui l'a mis en place, que depuis quelque temps il est de bon ton quand on est ministre de l'Éducation nationale de mettre ses enfants dans le privé, ce qui démontre que même ceux qui dirigent l'éducation nationale dans les gouvernements successifs n'ont plus confiance dans notre école publique. Pourtant nous, les milieux populaires, les gens, la grande majorité doit défendre et doit se battre pour une défense de l'école publique qui est notre bien commun. Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, on se retrouve dans une minute, le temps de dérouler le fil info avec Sophie Echen. En Nouvelle-Calédonie, les habitants reprennent normalement le cours de leur journée après que l'alerte tsunami déclenchée un peu plus tôt a été levée. Une alerte intervenue suite à un puissant séisme de magnitude 7,7 au large de l'archipel. C'était aux alentours de 5 heures, heure de Paris. La décision est très attendue par les près de 2000 victimes de l'amiante qui se battent depuis des dizaines d'années. Le tribunal correctionnel de Paris dira tout à l'heure s'il valide ou non une procédure lancée par ses plaignants pour faire juger 14 personnes accusées d'avoir volontairement retardé l'interdiction de l'amiante. Les diamants russes ne sont pas éternels. L'ironie du président du Conseil européen, Charles Michel, avant l'ouverture du sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, alors que l'Union européenne a déjà pris de nouvelles sanctions contre la Russie et va notamment limiter le commerce des diamants russes. Leur exportation rapporte environ 5 milliards d'euros à Moscou chaque année. À 80 ans, Harrison Ford a reçu une palme d'or d'honneur hier soir au Festival de Cannes. Récompense surprise pour la projection en avant-première d'Indiana Jones. C'est le cadran de la destinée. France Info. Le 8-30 France Info, Mail à la trousse, Jules Dequisse. Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. L'inflation, les 75 principaux industriels de l'agroalimentaire acceptent de revenir à la table des négociations avec la grande distribution notamment. L'idée est bien sûr de faire baisser les prix en rayon, de suivre la baisse des matières premières, notamment de l'énergie, mais pas seulement. Est-ce que finalement, le gouvernement a eu raison d'avoir ce dialogue, de ne pas obliger, mais d'inciter avec cette nouvelle réunion qui arrive, et peut-être des baisses de prix en rayon? Mais non, il a eu tort, vous le dites vous-même dans la phrase, c'est-à-dire qu'on est au mois de mai, on vient de traverser plusieurs mois d'inflation. Je regarde mes chiffres, 6,2% d'inflation en un an, c'est la plus grande hausse depuis 1985. Avec une réalité économique derrière, oui, du coup des matières premières. Oui, c'est-à-dire que vous savez très bien qu'aujourd'hui, les profits de l'agroalimentaire expliquent 36% de la hausse des prix de production, qu'il y a eu que les différents groupes de grande distribution ont refait leur marge. Il y a une boucle prix-profit qui a été établie par nombre d'économistes qui montre que ça n'est certainement pas parce que la guerre en Ukraine ou je ne sais trop quoi, mais il y a eu aussi un effet d'aubaine face auquel le gouvernement s'est retrouvé impuissant. Qu'est-ce que nous avons demandé à l'Assemblée nationale avec les L'inflation est moins élevée, en tout cas pas plus élevée en France que dans les pays européens, notamment sur les prix de l'alimentaire. Oui, mais il y a des marges qui sont faites. Est-ce que vous acceptez l'idée qu'en même temps que vous payez plus cher toute une série de produits, plus 20%, plus 12% sur des produits consommation courante, je pense notamment à l'huile, etc., que y a des grands groupes qui se refont la paillasse? Donc pour qu'il n'y ait pas trop de marge, c'est quoi? C'est des prix bloqués? Pourquoi pas? Et définir un panier, c'est ce que nous avons proposé plusieurs fois, de base, de produits dans lequel il y a un blocage des prix. Là, il est défini par les distributeurs. Ce panier anti-inflation du gouvernement, des produits à prix. Il est inefficace. C'est pas des produits qui sont des produits de première nécessité. Il y a souvent des effets de communication. Les Français le savent. Vous savez que quand vous allez au supermarché, j'imagine que c'est votre cas aussi, les prix ont augmenté et vous n'avez pas du tout l'impression d'être protégé. Maintenant, je le répète, qu'il y a de la grande distribution en a profité pour se refaire des marges de manœuvre et des marges financière importante. Beaucoup trop de marge, vous dites que... Bien entendu, certains, sur le moment où tout augmente. Écoutez, ce que nous dit l'Observatoire de la conjoncture économique, c'est qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat. Contrairement d'ailleurs à ce qu'a dit le président de la République dans une interview récemment. En faisant valoir toutes les baisses d'impôts. 1,2 à 2% de baisse du pouvoir d'achat, c'est sans doute ce qui va avoir lieu. 16% des Français aujourd'hui qui ne mangent pas à leur faim. Une étude récente selon Elab nous dit que 43%
des Français n'ont pas acheté certains produits dernièrement en raison justement de cette augmentation de prix, et le gouvernement est resté inactif. Le gouvernement c'est un gouvernement déclaratif. Le gouvernement dit s'il y a trop de profits, on surtaxera. Voilà, vous vous mettez d'accord, ou alors on taxera vos profits. Il a dit, attendez, c'est plus un exécutif, c'est un déclaratif. Il parle sur plein de choses. Vous savez, moi, il y a 2 ans, j'avais proposé une PPL, une proposition de loi sur la question des frais bancaires, qui ne cessaient d'augmenter. Vous savez, les frais bancaires, c'est toutes ces petites choses qu'on fait payer aux Français parce qu'un chèque est en retard, etc. 7 milliards, les banques se font là-dessus. Bruno Le Maire, à l'Assemblée nationale, avait dit, Monsieur Corbière, vous avez raison, mais on va pas légiférer, on va leur demander de faire des choses, les inciter. Et les banques continuent à se goinfrer sur les frais bancaires. Là, c'est pareil vis-à-vis de la grande distribution. On vient de laisser passer toute cette période d'inflation significative qui a coûté cher aux Français. On est au mois de mai, on est en train de dire que Monsieur Le Maire, évidemment, faut qu'il s'agite, faut qu'il fasse la communication. Nous dit qu'on est en train de réunir la grande distribution pour voir éventuellement est-ce que dans certaines conditions on peut pas les inciter. Bref. Alexis Corbière, il n'y a pas que la menace de la surtaxation des surprofits des industriels de l'agroalimentaire ou d'éventuels distributeurs. Il y a aussi la question du partage de la valeur. Le gouvernement dit le pouvoir d'achat, c'est partager aussi la valeur qui est créée en entreprise, avec un texte qui doit arriver à l'Assemblée, il me semble, dans les prochaines semaines, être présenté en tout cas en Conseil des ministres. Vous, Insoumis, vous proposez votre propre texte de partage de la valeur. Le gouvernement dit de l'autre, il est issu du dialogue social, des partenaires sociaux qui sont mis d'accord. Pourquoi est-ce que vous proposez un nouveau texte, pas la transcription de l'accord des syndicats? Il n'y a aucun texte significatif qu'aujourd'hui qui a eu l'accord véritablement des partenaires sociaux, comme vous le dites. Mais pas de tous les syndicats, mais de la CGT est pas signataire. Oui, voilà. Non, mais donc nous avons des propositions là-dessus, mais comment dire, je voyais comment on est dans un moment où les dossiers s'enchaînent sans cohérence les unes des autres. Moi, j'aimerais vous m'engager sur un autre sujet, mais je reviens à ce qui vient d'être dit parce que ça, c'est le quotidien des Français. Inflation et inaction du gouvernement. Pour quelle raison il n'y a pas eu une légifération sur le blocage des prix? Qu'est-ce que c'est qui l'empêchait? Cela se pratique même dans certains départements. Le gouvernement dit ça marche pas. Il dit la Hongrie l'a fait, ça ne marche pas. À l'occasion de la crise du Covid, concernant notamment le prix des masques, et il l'a fait. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? D'où vient cette idée, cet impératif catégorique verbal qui dit ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Ce qui ne marche pas, c'est la situation actuelle. Ce qui n'a pas marché, c'est la stratégie du gouvernement qui a consisté à dire rassurez-vous, on va discuter avec les grands groupes. C'est pour ça que vous m'embarquez sur un autre sujet, mais je reviens à celui-là. Est-ce qu'on peut acter? Est-ce que tous les Français voient bien et constatent que nous venons de traverser la plus grave inflation que notre pays a connue depuis 1985 et que les prix ont continué à flamber, qu'en vérité il n'y avait pas un effet vraiment conjoncturel, il existe de certaines manières, mais au moins une augmentation significative, 36% de ce qui a eu lieu est dû au fait que les groupes en ont profité pour se refaire des marges de bénéfices et que le gouvernement est resté les bras ballants. Mais c'est le même sujet, Alexis Corbière, puisque le gouvernement dit soit effectivement vous bloquez les prix et vous agissez sur le panier de courses, soit vous agissez sur les salaires et vous augmentez le pouvoir d'achat des salariés et donc vous les obligez, ces groupes qui font des bénéfices, à repartager les bénéfices qu'ils font. On est d'accord qu'il n'est absolument pas prévu d'augmenter les salaires, nulle part. Quand nous l'avons proposé, quand j'ai proposé l'augmentation du SMIC à l'Assemblée nationale... Non, mais vous le proposez, limiter les écarts de salaire. Oui, bien sûr, mais commençons par là. Augmentation de salaire, commençons par agir comme puissance publique sur ce sur quoi nous pouvons agir, augmenter le SMIC, créer les conditions éventuellement qu'il y ait dans certains secteurs avec des grands groupes qui peuvent utiliser de la sous-traitance dans lequel il y a une concentration de rémunération au SMIC. Est-ce qu'éventuellement ces grands groupes, on pourrait le faire par la loi, participent au financement pour aider les TPE, PME qui utilisent beaucoup de salariés payés au SMIC pour qu'elles puissent le faire? Il y a des tas d'idées qui peuvent avoir lieu. Je rappelle qu'en plus, quand vous augmentez le SMIC, il y a un effet cascade où tous les salaires augmentent. Ça, c'est la puissance publique qui peut le faire. Elle peut convoquer une conférence salariale plutôt que des incitations multiples qui nous font perdre du temps sur ce sujet. C'est la première préoccupation des Français. Pouvoir d'achat. Augmentation de salaire. Le travail doit payer dans ce pays. Il ne paye plus assez. Et par ailleurs, quand le gouvernement et Monsieur Macron se félicitent sur le fait qu'il y a des chiffres du chômage qui sont un peu moins mauvais, il oublie de voir la qualité du travail où il y a une ubérisation du travail, une précarisation du travail, contrat court, contrat extrêmement précaire, qui amène à ce qu'on a une situation et un marché du travail extrêmement précarisé et mal payé. Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis, on se retrouve dans un instant, le temps de dérouler le fil info à 8h52, Sophie Echen.
Il ira jusqu'au bout de son combat. Nicolas Sarkozy sort de son silence dans Le Figaro après sa condamnation en appel à 1 an de prison ferme dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président qui s'est pourvu en cassation dénonce des balivernes et des montages construits contre lui. 15 à 20 000 personnes déjà rassemblées à Villegongy, petit village de l'Indre au nord-ouest de Châteauroux, pour le traditionnel Technival, la grand-messe de la musique techno qui célèbre ses 30 ans cette année. Un rassemblement illégal, il doit durer jusqu'à dimanche soir. 200 gendarmes sont mobilisés. Bachar al-Assad va faire son grand retour sur la scène diplomatique arabe aujourd'hui lors d'un sommet en Arabie Saoudite. Première participation du président syrien à une réunion de la Ligue arabe depuis plus de 10 ans. Le conflit au Soudan sera notamment abordé lors de ce sommet. Et puis pas de Rafael Nadal à Roland-Garros cette année, une première depuis 18 ans. L'Espagnol, 14 fois tenant du titre, a annoncé son forfait hier pour cause de blessure. France Info. Le 8-30 France Info, Neil à la Trousse, Jules Dequisse. Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, le 8 juin à l'Assemblée nationale arrive ce texte du groupe Lyotte pour abroger en quelque sorte la réforme des retraites. Est-ce qu'il y aura un vote déjà? Vous allez permettre avec le temps des débats qu'il y ait un vote? Vous allez voter ce texte? Il le faut évidemment. Juste en détail, c'est pas un texte du groupe Lyotte, c'est un texte que nous soutenons tous, qui sera débattu dans le cadre de la niche du groupe Lyotte, que je remercie. Et c'est un texte que nous soutenons, les groupes NUPES aussi. Et sauf effectivement, que ce n'est pas constitutionnel. Vous rétorque le gouvernement, ça reviendrait à beaucoup trop de dépenses, ce qui n'est pas constitutionnel, l'article 40. Alors tout ça est totalement faux d'ailleurs. La présidente de l'Assemblée nationale d'ores et déjà a validé ce texte qui fait son chemin. Le président de la Commission des finances va donner son avis et à mon avis, il autorisera à ce qu'il puisse être débattu. C'est des arguments, sortons des débats hyper techniques. Alors il est constitutionnel de rajouter 2 ans aux Français de travail. Par contre, il serait anticonstitutionnel que de dire quelques semaines après, non, nous voulons revenir là-dessus. D'où tient cet argument? Si c'est le cas, c'est la Constitution qui est pas bonne. Je pense qu'elle n'est pas bonne d'ailleurs, et qu'il faut engager un processus démocratique pour aller vers une nouvelle Constitution, 6e République, abroger le 49.3, donner des possibilités de référendum, arrêter le présidentialisme. Et là, c'est honteux ce qui est en train d'avoir lieu. C'est ridicule. En fait, ils sont mauvais joueurs, ils ont peur de perdre. Mais le fond de l'affaire, c'est de dire c'est de l'agitation. C'est de dire soit ce sera retoqué par le Conseil constitutionnel, soit de toute façon ça ira nulle part parce que le Sénat ne le votera pas. C'est pas vrai. Quand on dit c'est inconstitutionnel, ça laisse entendre. Je vais répondre à cet argument parce que je l'ai entendu au Sénat. Pourquoi il le voterait pas? Parce que le Sénat a voté la réforme. Nous avons des groupes. Mais attendez, alors le texte de loi fera son chemin. Il sera présenté au Sénat qui peut-être votera contre et il reviendra. Et dans la Constitution, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Quel est le sujet? Tournons pas autour du pot. Le gouvernement a peur parce qu'il sait qu'il est minoritaire à l'Assemblée nationale et donc il triche. Il est mauvais joueur. Il essaie d'utiliser tout ce qu'il y a de plus de moins démocratique dans la Constitution pour empêcher ça. Honte à eux, et les Français devraient, d'ailleurs ils le sont indignés par cette attitude. Ce texte doit être débattu. Malheur à quelqu'un qui veut interdire les députés de débattre de quelque chose qui est un sujet d'intérêt général. Une majorité de Français ne veut pas ce texte. Nous allons en débattre le 8 et nous allons gagner. Et Madame Borne se ridiculise. Juste, je termine là-dessus. Vous savez, peut-être que socialement, Monsieur Macron et Madame Borne ont pu pour l'instant nous imposer un texte que nous ne voulons pas. Mais politiquement, ils ont perdu. Parce que pour le faire, ils ont utilisé ce qu'il y a de plus, rejeté par la population dans la Constitution. Ils sont affaiblis politiquement. Ils n'ont plus aucune légitimité. C'est un sujet de fond parce que ça participe aujourd'hui à une crise profonde du pays. Les révélations autour de Carlos Martins Bilongo, député la France Insoumise, soupçonné de 2 choses. La première, d'avoir dissimulé au fisc pendant 4 ans des revenus. Il le réfute. Il a publié un communiqué. La seconde, d'avoir continué à occuper un logement social pendant 4 ans après avoir acheté 2 appartements. Sa petite sœur qui aurait occupé ce logement. Réaction des Insoumis hier, aujourd'hui. Quel est votre message? Vous le soutenez aujourd'hui, Mordicus? Mais mettez-vous à ma place. Vous auriez un collègue qui, la presse, vous dites révélation. Il y a déjà un sujet qui est que la justice ne l'a pas contacté. C'est BFM, c'est machin qui pose le sujet. Il y a une enquête préliminaire qui est ouverte. Non mais je veux dire, son avocat, il y a pas de, c'est un peu bizarre comme manière. Non, mais il a publié un communiqué où. Non mais très bien. Mais avouez quand même que c'est pas simple pour lui. Moi, Carlos, je l'appelle Carlos parce que c'est un ami. Je l'ai découvert surtout au mois de juin. C'est un homme honnête que j'apprécie. Il fait des communiqués. J'ai tendance, évidemment, je les crois et j'ai confiance
confiance en lui. Donc vous le croyez, mais si jamais il y a faute, c'est inacceptable, etc. On n'entend pas ce message de fermeté, en fait. Comme tout le monde, mais c'est une plaisanterie. Nous sommes les premiers à dénoncer la fraude et l'évasion fiscale. C'est pas le sujet. Maintenant, le problème, c'est que on a un collègue qui nous dit ce n'est pas exact, etc. On en est à ce stade. Il dit ce n'est pas illégal. Il dit oui, effectivement, de quoi on parle, là ? De son logement social. Non, mais de la partie qu'il ne réfute pas. Il y a deux sujets. Il y a un sujet qui est sérieux. Et moi, j'attends que Carlos, et j'ai confiance en lui, française, on verra bien. de Tracfin, qui sont pas des gens qui travaillent à des amateurs. Donc là, il y a un sujet. Il va apporter clarification. Et je veux avoir confiance en lui parce que c'est un frère, c'est quelqu'un que j'aime bien et que je trouverais. Mais je veux dire, j'ai confiance en lui. Bon, ça c'est le volet enquête. Il y a le volet politique et moral. Moi, sur l'histoire de l'appartement, j'ai vu ça de loin, mais comment dirais-je, son histoire, c'est quand même un garçon d'une famille nombreuse, populaire. Leur mère décède en 2013. Il occupe un appartement. Puis lui, parce que c'est un gars travailleur, c'est un élève de lycée professionnel, c'est un gars qui bosse. Manifestement, il a 4 sous et notamment, il achète quelque chose dans lequel il fait des travaux. Il occupe encore le logement pendant quelques temps. Mais c'est ça la question. Quand il s'en va, il garde sa sœur qui vit avec lui. Il lui dit qu'elle. Enfin, bon, on peut discuter de plein de choses. Il y a ces deux questions, Alexis. Est-ce que quand on a suffisamment d'argent pour acheter 2 appartements, est-ce qu'on peut continuer à occuper un logement social? C'est la question de fond. C'est une question qui est morale et éthique. Dans la mesure où on a les moyens... Il a quitté son logement. 4 ans après avoir acheté 2 appartements. Parce qu'il dit qu'il y a eu des travaux et qu'il fallait que, notamment, le logement qu'il a acheté, il pouvait pas y habiter. Et par ailleurs, attendez, 4 ans, c'est pas tout à fait vrai si j'ai bien compris. 2018-2022. Oui, mais 2022, c'est le moment où même sa sœur est partie, si je comprends bien, mais lui n'habitait plus là, bien avant. Et il avait signalé, dit-il, par courrier au bailleur la situation. Mais enfin, vous habitez avec votre frère ou votre sœur, vous êtes orphelin de mère. Quand vous partez, peut-être que moi je connais pas. Voilà, vous me faites parler sur un sujet où honnêtement, je ne connais pas la situation sociale de sa sœur, etc. Mais je me projette dans le sujet. Si quelqu'un dit à son bailleur, voilà, ma sœur qui est étudiante, ma sœur qui est en situation de précarité, elle va continuer à habiter le logement et que le bailleur ne voit rien à redire, et ça mérite pas de se voir étalé dans la presse. Donc vous lui rappelez votre confiance. Il s'expliquera peut-être devant la justice. Il s'explique par communiqué. Est-ce que vous lui demandez de s'expliquer devant vous, devant le groupe des Insoumis à l'Assemblée? Mais tout ira de pair. Mais enfin, je dirais, les communiqués qu'ils font sont une forme d'explication. Non, après, il y a un autre sujet, vous avez compris, c'est que... Une seconde. C'est quand même singulier, quand on est député insoumis, que la justice ne s'adresse pas à vous pour vous dire ce qu'elle vous reproche, mais que ça se passe par voie de presse. Ce n'est pas une manière de faire de la bonne justice. Et je pense que quand on demande des clarifications, et il est normal que nous, les députés, on soit transparents, ça peut pas être des opérations politiques pour nous flétrir collectivement. Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, vice-président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale.